Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Zoolander, Happy Gilmore, The Foot Fist Way. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, on jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les goods, the bad and the ugly de la cinéphilie de mon invité. Aujourd'hui, mon invité, c'est le réalisateur Alec Pronovo. Salut Alec! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va très bien. Alec, on doit le court-métrage Tony Speed avec Dave Bocage, mais tu as aussi réalisé la série, la web-série The Killing qui met en vedette Louis Carrière, Daphné Côté-Allé, Olivier Trahan. Il y a aussi David Bocage que tu as retrouvé sur ce tournage-là, Jay du Temple, Anthony Montreuil, Rosalie Vaillancourt. Comment tu as réussi à avoir un casting comme celui-là? Puis qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire une série comme The Killing? En fait, tu sais, moi, j'ai travaillé dans un camp. Fait que c'est sûr, j'ai travaillé 5 ans au camp de jour de Boucherville. Fait que c'est sûr que tout venait de là, mais ça m'a pris du temps à réaliser à quel point il y avait un potentiel narratif dans mes étés de jeunesse. Tu sais, quand j'étais peut-être trop proche quand j'étais dedans pour me rendre compte à quel point il y avait tellement d'affaires drôles là-dedans qui se passaient. Mais tu sais, quand t'es dedans, tu te prends tellement au sérieux que tu t'en rends pas compte, puis en vieillissant après, tu fais « tabarouette, ça n'a pas d'allure, les camps. » Même si tout mon amour pour les camps. Puis aussi, ben, tu sais, les acteurs, ben, tu sais, Rosalie, Jay, Bocage, Montreuil, c'est tous des humoristes avec qui j'ai fait des capsules ou que j'ai un peu... tu sais, en sortant de mon bac en cinéma, je me suis tranquillement mis à faire des capsules humoristiques parce que je suis un gars de comédie. Puis ça a fait que c'est tout du monde que j'ai croisé, puis j'ai tissé des liens à travers ces capsules-là, puis les différents projets qu'on a fait. J'ai tout travaillé avec eux avant le Killing. Fait que là, c'était comme, bon, ben là, j'ai fait plein de sketchs avec vous autres. Là, je vais vous mettre dans ma patente, tout en gang. Puis j'aime l'idée d'un ensemble cast un peu, là. D'avoir justement très show télé, un peu, comme Community. Puis, tu as une palette de personnages, puis tu es fait interagir ensemble. Même si tu en as un principal qui est Clochette, donc Louis Carrière, qui lui est un gars que j'ai découvert en impro, en fait, en allant voir un de mes amis à la LéCUQAM, puis François Larouche, qui joue dans la saison 2, qui fait Shadow. Oui. Mais j'étais allé le voir pour le fun, puis pendant que j'étais en train de penser à ce projet-là, puis je suis tombé sur Louis Carrière, puis j'ai jamais eu un doute dans ma tête que c'était le gars pour mon projet. Oui, puis ben, je trouve qu'il y a un petit peu l'espèce de dégâts. Tu sais, il y a l'espèce de même regard mélancolique qu'on peut avoir dans une espèce de Bill Murray dans Caddyshack ou ce genre de film-là. Là. Tu sais, le gars un peu qui sait pas trop où se mettre, un peu désabusé, il est maladroit, mais en même temps, il veut bien faire. T'es-tu Vraiment. un peu ce personnage-là aussi toi-même? Je pense un peu, peut-être moi, c'est moins. Mes yeux sont peut-être un petit peu moins expressifs que ceux de Louis à ce niveau-là, mais moi aussi un peu. Tu sais, sûr, le personnage de Clochette, c'est pas basé sur moi concrètement, mais il y a beaucoup de moi là-dedans. Là. Toute la grosse timidité là, face à parler à une fille quand tu as 17 ans. Là. Ouais. Ça, j'ai vécu ça très fort. Puis, c'est de la timidité qui sort avec des drôles d'expressions, puis tu prends des accents quand tu parles à une fille. Oui. T'es toujours un peu en personnage parce que t'es juste gêné. Puis, à 16-17 ans, j'avais ma soeur, ma mère, mais j'avais une amie-fille ou 2 amies-filles. Fait que, parler à une fille qui m'intéressait, ça me terrorisait tellement. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais non, allez, c'est beaucoup de ça, tu sais, comment à 16-17 ans, si tout est gros, tu sais, comment chaque étape émotionnelle que tu vis est immense. Fait que c'était un peu de baser ça là-dessus. Puis je trouve Louis Carrière, ce qu'il y a de très, très intéressant, ben, first, c'est un très bon interprète, mais il y a justement le côté comique, il a un super bon timing comique, il a un bon instinct comique. C'est un gars qui tripe sa comédie. Puis il y a aussi ce côté-là plus sensible. Il y a un gros côté de lui très, justement, comme tu dis, une petite mélancolie dans les yeux. Puis c'est toujours ce que j'ai trippé souvent sur des interprètes, c'est ce petit mélange-là là, que
il nous fait rire, puis on le trouve sympathique, ou même si on le trouve goofy, mais on s'attache. Je trouve Louis Carrière, vraiment, on s'attache facilement à ce bonhomme-là. Oui. C'est Nick, comment ton amour du cinéma, puis comment c'est rentré dans ta vie? Ben, écoute, je te dirais, c'est un peu c'est pas l'histoire classique, là, mais c'est jeune, je faisais mes projets d'école, c'était des petites BD, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Puis tranquillement, ça a évolué. Mon père avait une caméra, puis là, je me suis mis à gosser avec ça. Puis là, il me montrait iMovie, puis là, j'étais c'est bien trop cool qu'on puisse nous-mêmes faire des films, même si c'était complètement pourri, là. Puis de fil en aiguille, après ça, je me suis inscrit à des cours de théâtre à la ville de Boucherville, mais le théâtre, ça me faisait plus ou moins triper, tu sais. Puis là, après ça, il y avait une alternative, c'était des cours de vidéo. Puis donc, les cours de vidéo, ben là, justement, là, ça m'a comme donné des petites bases. Puis j'ai toujours fait j'ai fait des cours de vidéo de même pendant comme 5 ans, les fins de semaine. Puis en parallèle, je faisais aussi mes projets avec mes amis, tu sais, comme c'était le début des chaînes YouTube un peu, là. Tu sais, des chaînes à sketch, il y avait le Stupid Show, puis des affaires de même. Puis fait que j'avais comme envie de faire mes propres sketchs, faire mes propres petits films. Puis ça m'a toujours suivi. Je pense depuis que j'ai 11 ans, je fais des films la fin de semaine avec mes amis. Fait que puis une grande partie. Ouais, puis dans The Killing, il y a, je trouve, ce côté-là très, très gamin, très enfantin de on est une gang de chums qui faisons quelque chose ensemble. Puis j'ai l'impression qu'il y a autant à l'écran le jeu du Killing qui sont où est-ce qu'ils doivent tous s'éliminer un à la suite de l'autre, qui est un jeu hyper enfantin, mais qui a dans le fun. Mais j'ai l'impression que sur le plateau, il y a l'espèce de même camaraderie un peu juvénile qui doit régner tout le long, surtout avec le casting que tu as réuni. C'est un méchant plaisir, ce plateau-là. Là. Puis justement, il y a l'esprit de camaraderie, c'est un gros esprit de gang, vraiment, vraiment, vraiment trippant. C'est un petit bonheur, là, tourner ça. Chaque jour, c'est délectable. Puis ce qui est le fun en plus, c'est vu que c'est un gros casting, mais il y a des journées que, mettons, là, on est avec Rosalie puis Anthony le lundi. Là, on les voit pas pendant 2-3 jours. Puis à un moment donné, on est avec Bocage. Fait que c'est comme on retrouve nos amis à travers les jours de tournage. Puis c'est comme, et demain, on est avec Jay Lally puis J.T. Tom. Ça va être le fun. Ça fait longtemps qu'on les a vus. Puis... Fait que, il y a comme vraiment un petit esprit de famille qui a réussi à se créer ce projet-là. Puis je pense, justement, je suis content que tu le soulignes. Moi, je le sens à l'écran. Évidemment, je l'ai vécu. Fait que je suis full biaisé, là, mais je pense que ça se sent. Puis on essaie de le montrer comme quoi c'est vraiment trippant. Puis que la chimie est vraiment là. Tu sais. On va rentrer dans ta liste maintenant avec ton premier film que tu m'as soumis, qui est Zoolander, réalisé, qui met en vedette Ben Stiller. C'est un film de 2001. Il y a aussi Owen Wilson, il y a Will Ferrell en personnage de Mugatu, qui est juste Will Ferrell fois 1000. Il y a aussi des apparitions de plein de mannequins qui étaient très populaires en 2001, mais il y a aussi une apparition de David Bowie qui n'a aucun sens qu'il soit là. Qui est tellement jubilatoire à regarder. Pour les auditeurs qui n'auraient pas vu Zoolander, qu'est-ce que ça raconte? Écoute, Zoolander, c'est l'histoire de Derek Zoolander, qui est un top modèle masculin qui a gagné modèle de l'année 3 ans de suite. C'est un homme complètement superficiel, puis qui est au top de sa game. Puis c'est un peu cette histoire classique du gars on top of his game il y a un nouveau poisson dans l'étang, puis là c'est Ansel, qui est joué par Owen Wilson, qui vient tout lui enlever le spotlight, qui vient lui voler la vedette, puis là, cette rivalité-là qui se construit, puis en parallèle, évidemment, il y a des trucs criminels, puis c'est vraiment une grosse affaire. C'est un méchant trip. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes autant de Zoolander? Ben, je pense que c'est un des premiers films qui m'a vraiment comme marqué. Le premier film c'est comme je me suis associé à ce film-là dans tous les aspects. Là. Je pense que j'aimais chaque comédien, chaque comédienne, j'aimais l'histoire, j'aimais le traitement. Aussi, le traitement, tu le regardes, il est très 2001 quand même, le traitement, là, dans la soundtrack, dans les caméos, évidemment. Là, Fred Durst, il n'est pas dans les caméos récemment. Là, non. Puis tout cet aspect-là, ça encapsule quand même bien cette époque-là, pas d'une façon trop grossière, mais en même temps, je sais pas, c'est vraiment comme une satire, mais pas d'un genre défini. Là, c'est une satire de certains clichés narratifs, mais c'est tellement trippant. Là, c'est comme juste le fun, comment c'est un peu over the top tout le temps, mais tu sais, incarné. Là, ça se veut pas une parodie. C'est juste une espèce de grosse affaire. C'est très mise en scène.
c'est très surligné, tu sais, justement, il y a des scènes très cool avec de l'espèce de musique techno de ces années-là. Ouais. Justement, la scène de David Bowie qui est un espèce de duel, le walk-off, là. Un duel, c'est comme s'il y avait des duels underground de top model. Juste cette idée-là qu'il a faite, puis que le jeu c'est David Bowie. Il y a comme de quoi tellement payant là-dedans. Puis je pense que c'est un film que, tu sais, à travers les années, à chaque fois que je l'ai réécouté, à chaque fois c'est un petit plaisir de réécouter ça. Je suis toujours content de retrouver ces personnages-là. Owen Wilson, Ben Stiller, c'est deux comédiens que j'aime beaucoup parce que aussi, j'ai grandi avec eux. Là, fait que c'est sûr qu'ils ont ce petit biais-là, mais il y a Will Ferrell aussi qui fait un rôle complètement débile. Là, Mugatu, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis je pense que c'est cet humour-là aussi. C'est un peu de l'humour d'abruti. Là, c'est super niaiseux, Zoolander, là, mais c'est full bien fait. C'est full maîtrisé, c'est full cohérent. Vraiment. Puis tu l'as dit, c'est de l'humour over the top. Puis dans ce que tu fais toi-même, c'est très over the top. C'est toujours dans l'exagération. Si je prends justement dans The King, le personnage de Rosalie Vaillancourt qui veut gagner la compétition, mais pour elle, c'est pas juste une compétition de camp de jour, c'est quasiment une lutte pour sa survie. Ou, c'est... Qu'est-ce qui te plaît autant d'aller toujours fois 10 par rapport à ce que c'est dans la réalité? Je pense que c'est justement je pense que c'est un peu ça aussi. Il y a cet aspect qui me plaît du cinéma que j'adore aussi des trucs full minimalistes, là, mais je pense qu'une des premières affaires qui m'a fait tomber en amour avec tout ce qui est le cinéma, puis les films, puis la comédie, je pense que justement c'est cette réalité-là, mais un peu amplifiée, tu sais. Puis je pense que c'est ça que moi je voulais remettre dans mes affaires aussi, justement, une espèce de réalité amplifiée, l'adolescence amplifiée, comme tout ce que tu vis est gros, tu sais. Puis je pense, moi aussi, peut-être quand j'étais ado, c'était beaucoup ça, tu sais, tout était gros, tout était... J'essayais, tu sais, comment je processais mes émotions, c'était toujours comme si c'était un film un peu, tu sais. Ouais. Ça m'a full aidé à builder mon émotivité. Puis c'était un peu comme ça, puis je le dis, quand t'es ado, tout est un peu gros. Fait que, même quand t'es jeune adulte aussi, là, tu sais, fait que... C'était le but de ça, puis en craquant un peu, mais tu t'ouvres la porte à ben des niaiseries, à ben de la rigolade, puis moi j'adore rigoler. Fait que je pense que ça allait de soi, puis j'ai tellement écouté de comédies de ce genre-là, tu sais, que il a fallu un moment donné que je fasse le déclic que c'était ça aussi que je voulais faire. Là. Dans un bac en cinéma, c'est pas la première fois que tu scandes haut et fort, là, comme Zoolander, tu sais. Quand tout le monde parle de la classique nouvelle vague française ou des trucs un peu plus prestigieux. Faut que ça te prend un temps pour assumer les goûts de la comédie parce que la comédie, ça n'a pas nécessairement le prestige non, genre en cinéma. C'est généralement plus dur. Je pense que c'est tout le temps plus dur de tourner une bonne comédie, une très bonne comédie qu'un très bon film dramatique. Puis justement, je me demande, quand tu étais étudiant en cinéma, est-ce que tu tournais des comédies ou tu t'es dit, je vais mettre ça un peu de côté pour me fondre dans le moule, ou tu as fait, non, moi j'assume tout de suite, j'aime la comédie, je veux en faire. J'aimerais ça te dire qu'au début, j'ai dit non, moi j'assume mes goûts, puis même ça n'a vraiment pas été ça au début. Je pense que je suis bien tombé aussi sur ma cohorte, c'était quand même des gens très comiques avec des grosses sensibilités pour la comédie. Fait que, rapidement, j'ai été encouragé vers ça, mais au début, je n'étais pas là-dedans, je l'assumais pas, tu sais, j'étais niaiseux, je faisais des vidéos niaiseux pour la classe un peu, là, tu sais, dans les exercices, tout ça. Puis tout le monde, il y en a d'autres qui en faisaient, mais pour les projets, on dirait qu'il fallait comme ce soit plus sérieux, puis que ça ait un aspect plus artsy, puis plus, justement, juste pour avoir un peu plus de cred artistique auprès de mes camarades de classe. Fait que ça a été tranquillement avec les tournages, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'assume, puis que c'était là-dedans aussi que j'avais le plus de fun, puis c'était là-dedans que j'étais aussi le plus habile. C'est de trouver un peu sa propre voie, là, aussi, une école de cinéma, là. Puis là, ça a été de réaliser ça aussi. Dans le fond, moi, je suis un gars de comédie. Tu sais, quand on parle de ça, j'ai toutes les références, j'ai les écoute, je les consomme, puis c'est même pas de la job, là, pour moi, tu sais. Fait que je voyais pas l'intérêt de me battre à essayer de faire de la dramaturgie sur la politique québécoise. Là, autant c'est quelque chose qui m'intéresse maintenant. Je te dirais qu'à 21 ans, ça m'intéressait moins, là, mais c'est moins ancré en moi. C'est moins ça, je pense, que
je suis la bonne personne pour aborder ces sujets-là. Tu sais. Ouais. Si on revient à Zoolander, en fait, au personnage de Derek Zoolander, qui est un man-child, là, c'est vraiment un adulte Absolument. enfant qui comprend pas le monde dans lequel il vit, mais zéro. Qu'est-ce que t'aimes de ce gars-là? Parce que je trouve on peut retrouver des brides de Derek Zoolander dans ce que tu fais aussi, dans certains personnages. Qu'est-ce que t'aimes autant? Mais je pense justement c'est des personnages un peu abrutis comme ça, des man-child, ben ça leur donne un côté tellement ça leur donne un peu un passe-droit pour faire plein d'affaires ou pour gober des situations qui n'ont pas d'allure ou d'être un peu le dindon de la farce des autres personnages ou fait qu'il y a vraiment un aspect le fun avec un personnage qui est super épais. Puis tu vois un Derek Zoolander, ben c'est comme le conte de l'abruti aussi, là, Derek Zoolander, là, avec la scène avec les ordis, là, les documents sont dans l'ordi, mais ils pensent que c'est des vrais fichiers dans un ordinateur. Tout ça, c'est aussi un setup pour des jokes, puis c'est juste des personnages, c'est un peu attachant aussi, des idiots. Ouais. Il y a de quoi d'attachant qui nous font rire. Fait que moi, ça me plaît profondément. Puis c'est quoi ta scène de Zoolander que tu retiens à chaque fois que quand elle arrive, tu dis « Ah yes, enfin, cette scène-là. » Écoute, c'est sûr, c'est le duel du walk-off, là, justement, avec David Bowie, puis c'est comme... je pense que ça commence sur c'est juste qu'ils s'en vont dans un club underground, puis c'est comme la grosse affaire, il va y avoir un duel de walk-off de mannequins underground. C'est comme si c'était super street, puis comme il y avait vraiment les codes du underground, mais c'est complètement ridicule que déjà qu'il y a un combat de mannequins. Oui. La musique est juste all over the place. Ça commence, je pense, c'est plus... Il faut qu'ils répètent, chacun marche sur le catwalk. Il faut qu'ils répètent le move de l'autre. Puis ça devient un montage sur Beat It de Michael Jackson. Juste comme... J'adore les montages musicaux aussi de ce genre-là. Là. Puis il y a David Bowie qui est là. Ouais. Qui est juste super cool. Puis en plus, quand il arrive, il y a même un freeze frame avec son titre. Il y a ça au début du film aussi. Genre David Bowie qui est là. Oui, c'est ça. On va pas juste le mettre là. On va le souligner, le surligner. On a eu David Bowie. Tu sais, j'ai l'impression que même Ben Stiller, il croyait pas. Ben oui, c'est sûr qu'il était là. C'est quoi? C'est le producteur. Ils ont dit « Ah ouais, on peut essayer de l'avoir? Poker-le. » Puis il a dit « Ouais, sure thing. » Puis il était genre « Bon. » Ben c'est sûr que si David Bowie est là, il y a un freeze frame avec un titre qui fait « David Bowie. » Oh oui. Puis si ça permet de ça, c'est le fun en maudit. Là, cette scène-là, c'est un vrai régal. Là. Vraiment. Ton deuxième film, c'est Happy Gilmore, 1996, de Dennis Duggan avec Adam Sandler. Il y a Carl Weathers qui joue son entraîneur à une main, mais qui a une espèce de main en bois qui est absolument dégueulasse. Il y a aussi l'apparition de Bob Barker qui là aussi est souligné avec parce qu'il finit par se battre avec le personnage de Happy Gilmore. Toi, c'est la version française de ce film-là. Ouais, écoute, c'est parce que je l'ai trop écouté, là, la version française. C'est dur. Je pense que j'ai jamais fait une écoute en anglais complète. Tu sais, j'ai vu les scènes sur YouTube en anglais, puis j'ai déjà checké un peu, mais je suis trop attaché à la version française. Puis comment c'est mis en scène, le doublage rend ça tellement bon. Tu sais, il y a comme des petites expressions, puis c'est drôle parce que Dennis Dugan, c'est un drôle de réal un peu. Là, il a vraiment fait les bons d'Adam Sandler comme des traits pourris aussi. Là. Puis, mais c'est aussi lui qui a fait le Ninja de Beverly Hills avec Chris Farley. Ouais. Que j'ai le même rapport que ces deux films que j'ai écoutés comme au moins 30 fois chaque, mais juste en français. C'est des films que je suis pas capable de voir en anglais. T'sais. Je suis trop attaché à le gars, le troisième rôle qui vient dire une réplique avec une petite voix doublée bizarre. Ouais. Je suis trop attaché à ça, puis je sais pas à qui je dois dire bravo qui travaille en doublage au Québec en 1995-96, mais l'instinct comique du directeur de plateau de doublage est vraiment malade. Puis, encore là, qu'est-ce que ça raconte, Happy Gilmore, pour j'imagine, quelques auditeurs qui ne l'auraient pas vu. Là. Je pense que c'est un film que à peu près tout le monde devrait avoir vu juste pour le plaisir de le regarder. Ouais, Happy Gilmore, c'est à la base un joueur de hockey qui patine très mal, mais qui rêve d'être joueur professionnel de hockey, mais il y a tout un slap shot. Fait que ça commence comme ça. Puis, ce qui se passe, c'est que il y a un super bon slap shot, puis je me rappelle pas exactement comment il en vient à... Ah oui, c'est ça. En fait, sa grand-mère se fait saisir sa maison. Il est très proche de sa grand-mère, celle qui l'a élevé.
Puis là, sa grand-mère, elle paye pas ses impôts. Fait que de là, la réplique, grand-mère, tu paies pas tes impôts. Puis elle dit, c'est le film des pets, elle dit, je l'aurais bien fait, mais j'en avais pas l'argent. Juste comme, OK. Puis en tout cas, pendant qu'ils sont en train de vider la maison, le fisc, genre, il fait un pari, il y a comme les gars qui bougent les meubles, ils sont en train de jouer au golf. Ils frappent des balles, genre, je sais pas trop, je me rappelle pas comment ça arrive à ça. Mais il joue au golf, puis il est défi, genre, un challenge de la drive la plus loin, comme s'il se rend à la maison au bout de la rue. Puis là, il y a comme un swing vraiment particulier à Happy Gilmore aussi, qui a sûrement aidé à la popularité du film pour tous les jocks ou les gars de frat qui voulaient faire ça dans les driving ranges. Coupable aussi, je l'ai fait avec mes amis pour faire rire la galerie. Là, puis c'est juste comme il se donne un gros élan puis il fait juste swinguer. Ouais, il fait un slap shot c'est ça, au golf. Puis ça marche. Là, puis donc là, il y a comme un moment donné, il se met à penser qu'il peut faire de l'argent avec ça. Puis il va dans un driving range, puis il défie le monde. Puis il y a comme justement Carl Weathers, qui est un ancien pro du golf qui a perdu sa main. Un alligator. Par un alligator. Ouais, un peu comme le Capitaine Crochet, je viens de le réaliser. Ouais, un peu, ouais, il y a peut-être un lien. Puis c'est ça, il l'invite à participer à l'Open de Waterbury. Ouais. Puis que le gagnant va pouvoir participer au circuit genre de la PGA. Tout ça est un peu farfelu, là, puis ça reprend, c'est un film de sport, justement, puis de dépassement de soi. Mais c'est toutes les situations sont complètement épaisses, mais peut-être ça aussi, il y a comme un cœur dans ce film-là. Il fait ça pour sa grand-mère. Il fait ça pour accumuler de l'argent pour racheter la maison dans laquelle il a grandi, qui est à sa grand-mère, pour pas qu'elle soit dans un centre de personnes âgées. Centre de personnes âgées qui est tenu par un Ben Stiller... avec une grosse moustache qui est un espèce d'abuseur de vieilles personnes. Super mean avec eux. Il y a vraiment une vibe très porn années 80, Ben Stiller dans ce film-là. Ah ouais. Il a sa grosse moustache, là. Il a comme son petit jack. Il a comme une espèce de polo bleu à col roulé, là. Super tight, puis c'est une énorme moustache handlebar, là, complètement garnie. Puis il fait faire de la couture aux personnes âgées pour la revendre. Genre, ils font de la broderie pour que lui fasse du profit. Ouais. C'est vraiment overlayer. Puis à travers ça, il y a son rival aussi, qui est un champion de golf, que le spotlight, justement, se fait enlever de lui par... Le spotlight est mis sur Happy Gilmore, le nouveau venu, un peu flyé. Puis c'est tout ça créé un film complètement légendaire, si je peux me permettre. C'est ça, tu sais, celui-là, c'est vraiment... comme le Killing, tu sais, c'est à très petite échelle, là, tu sais, c'est pas du monde... C'est des personnages flamboyants, mais qui traitent tout comme si tout était épique, tout était... Encore là, tu sais, c'est super over the top, mais... traiter d'une situation qui est banale pour tout le monde, mais avec tout le dévouement du monde, qu'est-ce qui te rejoint dans ces thématiques-là? T'es-tu quelqu'un qui te fait des scénarios dans ta tête qui sont plus grands que ce qu'ils sont pour vrai, même pour des situations très minimalistes? Je dirais que ça m'est arrivé par le passé de faire ça un peu, mais je pense vraiment, c'est quand j'étais au camp que c'était vraiment ça. T'sais, les camps, ça a le côté, t'es dans une bulle d'été, puis t'as un nom de moniteur, donc t'as cette petite frontière-là qui te permet de peut-être te libérer un peu, là, puis te permet d'être un peu plus foufou que dans la vraie vie. Là, t'es comme un masque, on pourrait même dire. Oui. Puis tout est gros aussi dans ce contexte-là. Puis c'est vraiment là que je m'en suis rendu compte. L'organisation d'un party le vendredi, c'est vraiment, vraiment important. Ouais. L'organisation du jeu le matin. Si on te dit que tu fais le rassemblement devant les enfants jeudi matin, genre, il faut absolument que ça aille bien. C'est une opportunité. Tu sais. Mm-hmm. Il y a comme un aspect compétitif à travers les moniteurs. Tu sais, moi, à mon camp, c'était comme 80. Séparé sur quelques sites. Ouais, c'était assez gros. C'était assez gros à Boucherville. C'est séparé sur plusieurs sites. Là, tu sais, par âge, par format d'activité, bref. Mm-hmm. Mais c'est comme important, c'est comme, là, ça, c'est... Tu organises une grosse activité, puis il y a vraiment un souci de, OK, ben moi, c'est moi qui ai créé ce jeu-là. Si tout le monde est trippé, ça te fait une fleur, tu sais. Si tu as comme un nouveau mentor qui arrive, qui est full bon, ça peut créer ce genre de conflit-là, tu sais. Ouais. Puis évidemment, ben moi, à cet âge-là, j'en profitais pour, tu sais, pas d'une façon sérieuse, mais tu sais, t'en mets, là, tu le vis à fond, là, cette compétitivité-là. Puis c'est juste trippant, au final. T'sais.
Ouais. Sur Happy Gilmore, c'est Adam Sandler qui joue le personnage de Happy Gilmore. C'était dans ces grosses années où il faisait Billy Madison, où est-ce qu'il a fait The Wedding Singer, où est-ce qu'il a fait Big Daddy, qui est un peu tombé relativement en disgrâce avec les dernières années, qui s'est repris avec des films comme Uncut Gem. Je sais pas si tu l'as vu, mais... Oui, j'ai complètement adoré. Ouais. Il y a de quoi de complètement jouissif à voir. À chaque fois qu'Adam Sandler il prend un rôle plus sérieux aussi, puis qu'il nous montre de quoi il est capable. Surtout dans les dernières années, là, comme, il y a vraiment, comme tu dis, les Golden Years là, de ces grosses comédies que tout le monde a un penchant pour. Puis après ça, c'était comme navet après navet, puis c'était vraiment des trucs pourris, là, très, très dur à pardonner quasiment. Il sort toujours avec de quoi. Il y a Punch Drunk Love, c'était le premier. Ouais. Il y aurait même un argument qui peut être fait pour Spanglish, qui est un film très touchant. Oui. Puis, il a fait aussi Meyerowitz Stories avec Noah Baumbach il y a comme 3 ans, peut-être. Ouais, 3-4 ans, ouais. Fait que, de temps en temps, il pop dans un super bon film avec un bon réal parce que je pense qu'au final, c'est un comédien super talentueux avec des bons instincts. Puis, je pense aussi on l'aime un peu, ce gars-là. C'est un interprète familier qu'on aime, qui nous rentre dans un projet ou une proposition facilement. Fait que, moins ses comédies maintenant, en fait. C'est full intriguant d'aller voir Adam Sandler dans Uncut Gems. T'es comme bon. Je pouvais pas attendre de voir ce film-là. Non, c'est ça. Je veux savoir. Là. Tout le monde dit que c'est bon en plus. C'est comme, en plus, avec les Safdie Brothers, c'est comme bon. Qu'est-ce que c'est tombé cool, ce mélange-là. Tandis que, il sort Murder Mystery avec Jennifer Aniston sur Netflix. Aucun intérêt. Aucun intérêt, là, à moins que je sois vraiment, vraiment le lendemain de veille, puis que en me commandant de la bouffe, puis je peux rien faire d'autre. Puis là, c'est comme, OK, je vais écouter ça. Mais tu sais, ça prend comme... Et pourtant, c'est un gars de comédie, tu sais. C'est un gars de comédie pratiquement légendaire, tu sais, mais... Puis qu'est-ce que tu aimes autant, justement, dans son jeu d'acteur? Je pense qu'il y a, justement, ce gros capital de sympathie-là, tu sais. Il y a un peu, c'est comme tellement naturel pour ce gars-là, il joue les rôles qu'il fait. C'est sûr, les rôles de composition comme Uncut Gems, c'est une autre affaire, là, mais dans ses comédies, il y a vraiment le côté lovable loser, un peu slacker, tellement incarné que justement, je pense que c'est ça qui a fait son succès aussi. C'est un gars qui joue un peu détaché, Il y a toujours un petit regard sur lui, on dirait Adam Sandler aussi, On dirait qu'il est toujours complice avec le spectateur, là, Fait qu'il y a vraiment... Je pense que c'est avant tout un homme excessivement charismatique. Ouais. Puis, pourtant, pas beau, là. Une belle tête d'œuf, c'est reconnu. Là, oui. Mais je trouve qu'il y a toujours un regard, encore là, très mélancolique, très triste. Quand il joue la tristesse, peu importe ses films, quand, justement, dans Happy Gilmore, quand il joue la tristesse de « ma grand-mère va peut-être perdre sa maison », même s'il se passe des affaires niaiseuses autour, tu sens sa tristesse, puis je sais pas si c'est un gars qui est triste dans la vie, mais de le voir triste, je serais pas surpris non plus. Comme dans le fond d'un bar, il y a de l'air un peu de ce gars-là, des fois, du gars dans le fond du bar à 2h30 du matin qu'il n'y a plus personne avec qui parler. Puis qui rumine, puis qui boit du noir. Puis c'est vrai que Adam Sandler, il y a aussi ce côté-là, dans Wedding Singer, on le voit aussi full, là, qu'il y a une grosse sensibilité, puis encore une fois, une affaire de un homme avec des yeux très sensibles, là, Fait que je pense que ça joue beaucoup sur comment on s'attache à lui. Je pense qu'il nous fait s'attacher vite au cœur de ses films, Oui, vraiment. C'est comme dans Funny People aussi, ça marche aussi grandement grâce à lui aussi, ce film-là, Puis c'est tellement pas si loin de lui, ce rôle-là, puis c'est tellement incarné qu'on fait juste adhérer facilement, Oui. Ton troisième film maintenant, c'est The Foot Fist Way, que t'es la première personne qui me parle de ce film-là, je ne l'ai jamais vu. Ça se peut, c'est une petite affaire. Moi, j'ai découvert ça l'année passée. Là. OK. C'est un film de 2006 de Jody Hill qui a fait Observe and Report. Un film que je conseille pour vrai. C'est c'est quelque chose. Dans le registre des comédies où tu vois pas où ça s'en va. Puis c'est un personnage de psychopathe, là, vraiment, qui devient... c'est un méchant malade, le personnage de Seth Rogen dans Observe and Report. Non, il n'hésite pas à jouer de son gun de façon très froide. C'est la super série de HBO, Eastbound and Down. Exact, ben oui. Si vous n'avez pas vu ça, trouvez un moyen de regarder Eastbound and Down. Ça urge tout le monde. C'est une des séries les plus drôles qui a été faite des 15 dernières années.
The Foot Fist Away, ça met en vedette Danny McBride, Ben Best, Mary Jane Bostick. À part Danny McBride, je pourrais pas te dire ce que les autres comédiens ont fait dans ce film-là. Ouais. Ben, tu sais, c'est la gang à Danny McBride, puis Jodie Hill, puis même plus tard David Gordon Green, qui est un autre réal que j'aime beaucoup. Puis, en fait, c'est Foot Fist Away, tu sais, je l'ai découvert justement à cause que j'ai commencé à écouter Eastbound and Down. Oui. Tu sais, ça fait des années qu'on me disait d'écouter ce show-là. Tu sais, vu que c'était HBO, c'était comme compliqué, là. Oui. Puis, finalement, à un moment donné, j'ai eu Crave à cause de Game of Thrones, évidemment. Je l'ai gardé pour Eastbound and Down, puis après ça, leur autre show, Vice Principals. Puis après ça, il y en avait un autre qui sortait, Righteous Gemstones. Puis c'est toutes des affaires que j'ai tellement écoutées vite. Le Vice Principals, c'est 2 saisons. J'ai écouté ça en 2 jours et demi, je pense. Là. Tellement j'aime la plume de ces gars-là, puis leur réal est tellement tête. C'est le fun d'écouter Foot Fist Away. Je sais pas c'est quoi la... Je sais pas si j'avais écouté Foot Fist Away sans avoir vu les shows. Je sais pas si j'aurais autant trippé. Mais je pense de savoir que c'est comme leur origin story, là, un peu. Là. On sent un peu le blueprint de Kenny Powers dans le personnage de Foot Fist Away. On sent que ça vient de là, puis c'est comme, OK, ça les habite, là, ce genre de récit-là, ce genre de personnage-là, complètement détestable, mais en même temps tu peux pas le regarder, puis il te fait rire à un point genre inégalé. Là, ça joue tellement bien sur le wrong aussi, là, tu sais. Ils font tout passer. Là, puis ça raconte quoi de Foot Fist Way pour la plupart des gens qui ne l'auront pas vu? Ben, en fait, Foot Fist Way, c'est un prof de... Je pense que c'est du taekwondo. Puis, c'est un prof de taekwondo qui a une petite école de taekwondo. C'est un peu le middle American life, un peu, là, qui est dans les thématiques de cette gang-là. Puis, il y a un autre... Encore une fois, tu vois, on voit les thématiques qui m'allument. Là. Il y a un autre gars qui vient pêcher sa patente, puis là, il décide de le rencontrer, mais c'est un peu comme son idole, en tout cas. C'est un peu flou, là, mon synopsis, mais c'est juste tellement le fun, ce film-là. Puis, je pense un des charmes de Foot Fist Away aussi, c'est un indie que c'est tous ces gars-là, j'avais lu que c'est tous eux qui l'ont investi, qui l'ont fait à leurs frais. Après ça, ça a été pris à Sundance. Puis c'est comme Will Ferrell et Adam McKay qui sont tombés là-dessus puis qui ont fait on l'achète, let's go. Puis après ça, c'est eux qui ont produit Eastbound and Down. Puis en même temps qu'on commençait à avoir Danny McBride dans tout. C'était toujours un peu le gars wrong dans les grosses comédies, tu sais, Pineapple Express, Hot Rod aussi, Tropic Thunder. Fait que en même temps que ça, ils ont comme le fait. Je pense que c'est l'histoire aussi de ce film-là qui l'entoure, là, le mythe autour de ça, qui m'a tellement motivé, inspiré. C'est genre, c'est cool. C'était comme cette gang de gars-là qui ont fait un humour qui est dur à vendre, je pense, à un producteur, un diffuseur. Je vois mal comment The Foot Fist Away passerait à Sodec. Malheureusement, oui. Ça reste que c'est ça. Puis je comprends un peu pourquoi aussi. Là, c'est complètement wrong, ce film-là. Puis comme premier film, si tu fais-tu confiance à ces gens-là d'aller dans ces eaux-là aussi? Il aborde des thématiques tout le temps quand même sensibles. C'est beaucoup sur justement la masculinité toxique. C'est beaucoup, fait que c'est des personnages machos, sexistes, avec des comportements toxicomanes souvent. Même souvent un peu de racisme dans ces personnages-là. C'est tout dans le but de dénoncer, puis c'est tellement bien fait, mais en même temps, ça déteint une certaine réalité aussi, qui est perpétuée. Fait que, quand tu vends ce film-là, ces shows-là à un ami ou une amie, mais c'est un peu ambigu parce que tu dis, c'est comme de la grosse comédie, mais c'est vraiment ancré dans quelque chose qu'on peut relate, là, Encore une fois, c'est beaucoup des personnages qui vivent gros, là, chaque petit défi de leur vie, c'est vraiment, vraiment un challenge immense. En tout cas, il faut vraiment que les gens découvrent l'œuvre de cette gang-là parce que... Oui, mais juste en regardant la bande-annonce, j'ai fait ça, je sais que ça va me plaire, ça va vraiment venir me parler. Parce que c'est dans cette mouvance-là là, des années 2000 où est-ce qu'il y avait Napoléon Dynamite, mais où est-ce que c'est de Foot Fist Away, toutes ces comédies-là... c'est ça, tu sais, avec un traitement, encore là, à petite échelle, mais de gens qui se croient, de gens qui maîtrisés, tu sais. C'est des petits budgets, ces trucs-là. C'est de la comédie de champ à gauche, là, tu sais, carrément. C'est pas une affaire qui plaît au premier regard ou que c'est facile à vendre à un ami ou à quelqu'un. Tu sais, le bouche à oreille de des projets comme ça doit être tough, tu sais.
c'est des personnages un peu atypiques, un peu vraiment weird, là, ou justement ASAP, ou en même temps, Danny McBride, c'est un interprète fabuleux, là, Ouais. c'est comme ça que tu peux le vendre, peut-être ça. C'est comme un des méchants dans Pineapple Express, vous l'avez vu dans ça. Puis je pense que si les gens écoutent Eastbound, ils vont catcher Danny McBride. Mhm. C'est lui qui écrit ces shows-là aussi, tu sais. Ouais. Puis il est bon pour Euh, jouer les méchants, il est bon pour mais jouer hein. l'espèce de trou de cul, le gars que t'as pas envie d'avoir dans ta vie, mais que tout le monde. J'ai l'impression que Danny McBride joue le cousin que t'as pas envie de voir à Noël tout le temps. Ouais, tu sais, un gars un peu rushant qui se croit, tu sais, qui réalise pas, qui est wrong, qui s'aime beaucoup Ouais. aussi, tu sais. Tu sais, c'est un grand. Ces personnages, c'est souvent des grands narcissiques, tu sais, déplaisants. Ouais. Mais, tu sais, il y a de quoi de. Tu sais, c'est un peu comme l'expression, tu sais, can't help but look, là, tu sais, tu peux pas. Mhm. Mais il y a tellement d'affaires bonnes dans ces trucs-là, tu sais, dans Foot Fistway, c'est comme. C'est juste tellement tight à ce ton-là, le ton de cette comédie-là qui est wrong. Mhm. En tout cas, je te le recommande. Là. Il y a une scène où il y a comme justement un de ses étudiants. C'est comme un monsieur un peu costaud, tu sais, puis il est un peu baveux. Il réussit les exercices. Puis là, le personnage de Danny McBride est comme OK, tu sais, tu fais ton fin finaux, tu sais, puis il se croit, tu sais, fait que tu fais ton fin finaux, ben, tu sais, je vous ai appris une technique pour vous défendre les agresseurs, puis il fait lever comme une madame un peu âgée, puis il dit OK, toi, tu vas utiliser la technique, madame, tu vas utiliser la technique qu'on a appris, puis je pense que monsieur ici va faire le saut de ce qui se passe, tu sais. Mhm. Fait que là, il met tout ça devant tout le monde, c'est comme pour donner une leçon au gros monsieur baveux fort. Il dit OK, tu vois, tu sais, la madame, là, avec la technique que moi, je vous enseigne parce que je suis tellement brillant, euh, genre, elle va être capable de parer son attaque. Puis il dit au gars, vas-y, man, retiens-toi pas. Mets-y toutes tes forces, man. Pas sûr que tu vas aimer qu'est-ce qui va se passer. Puis ça va juste partir, puis le gars, excusez-moi, il décalisse la madame, là. C'est juste tellement, tellement bon, ce bout-là. C'est juste super violent, là. Il y a de quoi de juste, tabarnak. Wow. C'est juste comme comment il gère après. Tout se dit dans la comédie de ce gang-là, dans comment il gère après, tu sais. Ouais. C'est un. Il faut jamais Ouais. qu'il perde la face, tu sais. Mhm. Puis dans le film, il y a aussi des enfants qui sont figurants, mais qui sont sur le plateau. Ouais, Sur le Killing aussi, tu avais à ouais. gérer des enfants. Ça se gère comment une horde d'enfants? Tu sais, les tournages, ça commence super tôt. Fait que c'est des enfants qui arrivent hyper tôt. Puis ça doit être comme Ouais. sur un camp de jour, mais avec des milliers de dollars d'équipement. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, définitivement, sur le Killing, c'est un gros camp de jour là, aussi. Là, tu sais, Mhm. il y a des ballons là, qui traînent partout. Fait que dès qu'on a du temps, on joue au basket. Puis, tu sais, il y a des trucs qui font chier aussi l'équipe de maquillage parce que tu sais, ils sont maquillés, puis les acteurs se mettent à jouer au basket. Ouais. Puis après ça, ils ont chaud, il faut les remaquiller. Tu sais. Genre d'immaturité qui vient avec le fait que c'est autant trippant. Là, mais les enfants, écoute, c'est dans le fond la troisième assistante réelle, Audrey, qui s'en occupait. Audrey Nantel, qui est une réalisatrice Ouais. aussi, une amie très gentille, je la salue. Puis, dans le fond, elle a été un peu en charge d'eux, vu qu'ils sont la figuration. Elle, ça fait partie de son mandat, mais ça devient, elle est comme devenue un peu monitrice. À cause de ça, il faut comme qu'elle les gère là, un groupe de comme 8 kids qui sont un peu énervés, avec des parents dans un local qui attendent de même, avec le. Ils sont comme, peux-tu prendre des bartendes? Puis, tu sais, les enfants, il faut comme les occuper. Là. On peut pas juste les foutre dans le local, puis genre, attendez-nous là pendant 4 heures. Tu sais. Mhm. Fait que, une chance, nous, on est dans une école, fait que justement, on a des ballons, on a des jeux, là, puis on a des trucs pour les occuper. Ça se gère assez bien, je te dirais, Mhm. pour la figuration, justement. Quand c'est le temps de, quand c'est le temps de diriger des scènes où ils sont plus mettons, un seul enfant qui interagit avec un mentor, ça se fait bien. Ouais. Parce que là, il veut comme bien faire, il veut être cool devant Montreuil, Anthony, tu sais, ou tu sais, l'acteur qui joue Timothée, Ouais. Alexis, c'est un vrai petit maudit. Super le fun, tu sais. Puis quand Mhm. il y a d'autres enfants, ben là, il est un peu plus dérangeant, tu sais. Ouais. Tandis que quand il est juste avec, justement, Anthony Montreuil, ben, ou un autre acteur, ben là, il veut comme montrer qu'il aussi est dans les adultes, puis il fait partie du casting, tu sais. Fait que Mhm. là, il est plus sérieux, tu sais. Puis, tu sais, il va nous reprendre si on se trompe sur une affaire ou on s'enfarge dans nos mots. Là, il va vouloir faire comme, hey, moi, t'es sûr, tu t'avais dit, t'as ferais de même, là? Puis t'es comme, bon, là, Alexis, tu vas nous laisser travailler, là. Ça se fait bien. C'est ça, quand ils sont plusieurs, que là, ça me rappelle justement les camps qu'il faut comme je les gère puis qu'il y ait du fun, mais en même temps, il faut que je les dirige. Fait Mhm. que des fois, c'est quand même un puppet challenge, diriger des kids. Là, il y en a qui. Il y en a que leur range est plus limité, évidemment. Là, à 9 ans, là, je ne m'attends pas
qu'il y ait un range infini, là, tu sais. Mhm. Fait que des fois, c'est plus dur un peu, tu sais, tu peux pas juste dire, OK, crank là, tu sais. Mettons, des fois, un comédien plus expérimenté, tu vas se dire, ah, ça en fait une autre, mais tu sais, crank-toi un peu, tu sais, manque un low energy. Tu sais, un enfant, ça ne dit rien, ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment comme, il faut que tu le guides à travers la réplique un peu, tu sais, tu peux lui donner un peu la mélodie, tu peux lui donner un peu de comment, tu sais, les intonations. Il faut que tu lui donnes un peu plus de, de, de repères parce que c'est déjà impressionnant, là, tu sais. À moins qu'il ait fait bien les plateaux, tu sais, il est là, puis il y a plein de caméras, puis il y a du monde autour, puis tu sais, personne n'y parle, puis là, OK. Ouais. Fait qu'il faut un peu, faut que tu l'encadres. Tu sais. Mhm. Là-dessus, on va faire une petite pause. Au retour, on va parler du moment où la magie des couleurs pastel de Wes Anderson n'ont pas fonctionné sur toi. Puis on va finir avec des combats mortels. Puis Yes, on va sir. peut-être crier « Fight ». On revient tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour à On jase de films avec mon invité Alec Pronovo, avec qui, en première partie, on a parlé des films Zoolander, Happy Gilmore et The Foot Fist Way. Maintenant, un film que je sais pas si c'est le film que t'as pas aimé ou tu m'as dit que c'était la réaction exacerbée du public autour de ce film-là. C'est de Wes Anderson. C'est Moonrise Kingdom de 2012 qui met en vedette Cara Hayward et Jared Gilman dans le rôle des 2 enfants. Mais comme dans tous les films de Wes Anderson, tu as un casting 5 étoiles. Là, Edward Norton, Bill Murray, Bruce Willis qui est là-dedans pour une raison obscure. Tilda Swinton aussi est là. C'est venu comment ton non-amour de ce film-là, que t'as fait « Ah non, celui-là, j'y embarquerai pas dans la proposition. » Ouais, ben, tu sais, c'est pas que je déteste ce film-là. J'adore Wes Anderson. Là, je veux pas me faire lancer des pierres, là, quand même. Là, je suis un énorme fan de Royal Tenenbaums, puis je trouve que c'est un grand auteur, Wes Anderson. Je pense juste que ce film-là, c'est sorti en même temps que je commençais à étudier en cinéma. Puis, ce film-là, pour le monde du cinéma étudiant, c'était comme une bombe un peu. Ça a fait que tous les projets pendant mes 3 ans d'université, peu importe dans quoi je m'impliquais, dès que quelqu'un était DA ou voulait faire un peu de direction artistique, c'était toujours Wes Anderson. Puis là, c'était une fixation sur la symétrie, puis les couleurs pastel. Puis soudainement, tout le monde aime les narrateurs. Soudainement, tout le monde s'improvise un peu quirky. Fait que c'est pas tant le film que je pense les gens qui capotaient sur ce film-là. Je pense que ça fait ça des fois, les trop fans de quelque chose, des fois, c'est un peu plus rushant que les films eux-mêmes. Moi, je suis un super bon public, là, j'aime beaucoup, beaucoup d'affaires. C'est plus souvent des fois, si le monde il capote trop sur quelque chose, souvent, moi, ça me refroidit. Puis, je trouvais qu'un peu, les gens qui tripaient sur Moonrise Kingdom, je trouvais pas ça incarné, je trouvais pas ça senti. Je trouvais que c'était juste comme, c'est la cool thing en ce moment. Puis là, tout le monde triple là-dessus, puis là, tout le monde fait des top shots avec des objets qui s'alternent, puis tout le monde met des titres jaunes, puis tout est symétrique. Puis là, soudainement, tout le monde, là, c'était pas 4-3, Moonrise Kingdom, mais tu sais, tranquillement, là, tout ça, c'était comme permis, puis c'était comme, moi, mon réal préféré, c'est Wes Anderson. Puis tu sais, t'es comme, OK, depuis quand? Depuis un mois, visiblement, tu sais. Parce que c'est comme son style est tellement reconnaissable, tu sais, puis maîtrisé, là, tu sais. Comme je te dis, j'aime fou ce qu'il fait, tu sais. Puis juste ce film-là, il coïncidait avec ce moment-là, fait qu'il est comme taché pour moi, Moonrise Kingdom, de ça. Mais tu sais, je pourrais le réécouter dans 2 ans, puis être comme, j'adore ça, là, tu sais. Peut-être qu'il faut juste que la poussière retombe sur ces drôles d'expériences. Quand tu tapes plein de projections étudiantes, puis t'es comme, bon, ça c'est un copycat de Wes Anderson.
pas maîtrisé. Puis, Ouais, mais tu sais, de la c'est même vraiment manière ça. aussi, dans les années fin 90, début 2000, tu sais, il y avait tellement de films qui sortaient qui étaient juste une copie de Pulp Fiction ou une Ben copie oui, de c'est ce ça, que tu sais. Tarantino faisait, tu sais, puis OK, on va mettre Ben, des vraiment. références à des films, puis on va faire des espèces de plans trunk shot, filmés d'une valise de voiture, tu sais. Ben oui, on va avoir des guns, ça va être un peu comme des espèces des petits bombs un peu cool avec beaucoup Ouais, de pop culture, tu sais. Ouais, c'est sûr que dans ces années-là, le cinéma étudiant devait être insupportable, là, tu sais. ouais, aussi. Ça devait être, tu sais, justement, c'était un gars je sais pas, je me rappelle pas qui, c'était quelqu'un dans mon bac qui avait dit Wes Anderson, c'est la pire affaire qui est arrivée au cinéma étudiant depuis Pulp Fiction. Puis, j'avais toujours trouvé ça drôle un peu, ce truc-là, parce que j'étais comme, c'est vrai que ça a tellement eu de l'influence. Mhm. Puis ça me gossait full, tu sais. Ouais. Parce que je trouvais que c'était pas comme, tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose par rapport à un film qu'il aime, tu sais, d'habitude, c'est le fun, puis c'est comme un bel hommage où tu sens vraiment l'amour, tu sais. Tandis que dans ce cas-ci, tu sentais plus comme la volonté d'être fashion, un peu d'être dans le trend Mhm. actuel. Moi j'ai toujours trippé ces couleurs pastel, puis la symétrie, puis t'es comme, ah non, 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 non. Ouais. We see you. Ouais. Puis même moi, avec le temps, Moonrise Kingdom, j'ai vraiment embarqué dans la proposition. Je suis sorti de ce film-là complètement charmé, bouleversé. Ben, c'est un bon Euh, film, tu sais. Je ouais. veux pas que le monde pense que j'aime pas ça, là. Je pense que Non, c'est ce qui c'en est entoure. un. Mais je trouve que, en tout cas, dans mon cas, c'est après où il est allé faire le Grand Budapest Hotel, puis il a fait I Love Dogs, puis là, il y a son French, pas French Connection, là, mais en tout cas, son Ouais, moi, film ça s'appelle qui. Son dernier film, French là. Immersion. Non, non. Oui. Allez C'est voir. lui qui Non, a fait allez ça. pas voir French Immersion. Allez voir la bande-annonce, vous allez être dégoûté à jamais. En tout cas, French quelque chose. Ouais, French quelque chose. Ok. Puis, personnellement, je trouve que là, il commence à tomber dans ses pantoufles. Je trouve que Ouais, un petit peu je ces vois. patterns, on les reconnaît beaucoup, là. C'est ça. Là, je vois plus en quoi il évolue en tant que réalisateur. C'est un Ouais. avis personnel, là, mais je trouve que ça finit par se ressembler beaucoup d'un film à l'autre. Mais avec Grand Budapest Hotel, moi, ça m'a frappé. Moi, c'est C'est là celle-là que que t'as j'ai faite. ça. Mais tu vois, c'est drôle, moi, parce que Grand Budapest, je l'ai full aimé, tu sais. Mhm. Mais je pense justement, c'était justement assez cyclique personnellement, là, tu sais, comme Ouais. là, j'avais fini de maugréer sur Moonrise Kingdom, puis de chialer sur tout le monde qui aimait ça. Puis là, quand ça c'est sorti, mais tu sais, quand le trailer est sorti de Grand Budapest Hotel, tout le monde qui le partageait me gossait, là, tu sais. Ouais. Même si j'étais comme, j'ai le goût de voir ce film-là, tu sais. Ouais. Fait que, mais il m'a quand même eu. Je te dirais, Isle of Dogs aussi, j'ai quand même bien aimé ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, tu sais, Isle of Dogs, c'est comme son autre animé, mais tu sais, Ouais. Fantastic Mr. Fox, c'est vraiment supérieur, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Je pense, tu Puis, tu sais. sais, à un moment donné, bon, tu sais, j'aime des fois provoquer, j'aime être baveux, puis être de mauvaise foi. Puis, à un moment donné, en sortant de Grand Budapest Hotel, j'étais comme, bon, ben, Wes Anderson, c'est juste le nouveau Tim Burton, finalement, Ouais, qui est juste c'est entré dans ses pas patterns. 100% faux, tu sais. Mhm. C'est quand t'as je pense que les réals qui ont des styles, tu sais, full reconnaissables de même, Mhm. visuels, je pense que c'est vraiment le danger que là, ce soit tout le temps ça, chaque projet, puis que c'est aussi ça doit être problématique pour eux avec des producteurs aussi, puis Ouais. des distributeurs, tu sais, ils doivent vouloir comme, OK, mais là, Wes Anderson, sont où les petits suits mauves, puis la belle petite soundtrack indie, puis tu sais, il y a vraiment ses codes à lui, puis j'imagine que là, quand tu dis un film by Wes Anderson, ben, il faut que ça corresponde à ces thématiques-là, Oui. ces acteurs-là même, cette façon de mise en scène-là. J'aimerais ça le voir faire de quoi complètement différent, en fait. Pas Ouais. complètement, mais tu sais. Ouais. Il y a même eu déjà des pourparlers qui fassent un Spider-Man, puis Ben, ça serait je cool. J'aimerais ça suis voir ça. all-in pour un Spider-Man ou un film de super-héros par Wes Anderson. Moi, je Ouais. veux que ça arrive dans ma vie, tu sais. Ben oui, vraiment. Ça serait particulier. Ça serait original de le voir. Ce serait le fun de le voir genre, tenter de le voir faire de la mise en scène pour des univers de même, tu sais, qui est Ouais. en dehors un peu du sien, que là, justement, on le connaît tellement, ça a été étudié, tu peux lire des articles sur son univers, sur genre, tu sais, as des parodies, tu sais, sur YouTube, des parodies d'un trailer d'un film de Wes Ouais. Anderson. Tu sais, on connaît les codes, tout le monde les reconnaît maintenant, tu sais, même si c'est des petites affaires ou pas juste, c'est pas juste, tu sais, c'est pas un gars qui c'est juste assez symétrique puis c'est Mhm. pastel, là, tu sais, quant à moi, c'est un grand auteur, Ouais. j'ai hâte de voir. Je vais voir son prochain, je les écoute C'est tous. Là, sûr. c'est C'est sûr que sûr je que vais je le vais le voir. checker.
Puis je vais sûrement full aimer ça quand Ouais. même, tu sais. Mais je serais curieux de le voir un peu. Peut-être continuer l'évolution, tu sais, entre ses premiers films, justement, puis Grand Budapest, tu sentais quand même. Mhm. Tu sais, d'autres essais où tu sais, ça se promenait, ça explorait Ouais. un peu plus. Puis toi, qu'est-ce que tu vas chercher de Wes Anderson quand tu réalises? C'est quoi les films? En fait, pas les films, mais c'est quoi les éléments de son travail qui se retrouvent dans ce que tu fais? Écoute, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça. J'oserais pas m'autoproclamer un disciple de Wes Anderson. Puis je pense pas que peut-être les liens sont. Ben, je pense qu'il y a sûrement une influence quelque part. Tu sais, Royal Tenenbaums, moi, ça m'a vraiment marqué. Mm-hmm. Je te dirais peut-être un peu justement l'importance de la musique aussi dans ces trucs. Là, tu sais, il y a vraiment un souci des choix de chansons dans ces trucs. Moi, c'est quand même très important, là, même si des fois c'est des tunes niaiseuses ou dans le Killing, c'est du rock ou du punk rock franco ou de la musique émergente d'ici. Mais c'est comme des choix consciencieux avec la thématique de l'épisode ou avec la scène qui se passe. Ça, je trouve ça important. Mais en même temps, toutes les réals ont un peu ce côté-là, j'imagine. Là, mais je pense peut-être un petit peu de quirkiness. Mm-hmm. Un petit peu de quirky, peut-être. Oui. On peut le voir, tu sais, justement, dans le Killing, le jeune Timothée, là, qui a toujours une espèce de petite réplique pour tout le monde. Là, même au personnage c'est vrai que dans Timothée, il y a peut-être un peu plus de Wes Anderson que j'aurais soupçonné. Mais tu sais, Alexandre Pelletier, avec qui j'écris le Killing, c'est un grand fan de Wes Anderson aussi. C'est sûr que ça... On adore en jaser, puis en discuter, puis à critiquer ouvertement, même si au final, on est des fans, puis on est vraiment en admiration devant ce gars-là. Je pense que ça s'insère. C'est sneaky, hein, les influences, des fois. Là, c'est sûr qu'il y a du Wes Anderson dans nos trucs. Bien fait ou pas, ça, c'était aux gens de décider, mais c'est sûr que ça se faufile. Ça fait trop partie de ce qu'on consomme. On va finir avec ton plaisir coupable d'un autre Anderson. Oui, c'est pas Paul Thomas, c'est pas Wes. C'est Paul W.S. Anderson. Pas la même carrière que les autres. Non. Puis là, c'est Mortal Kombat de 1995, film basé sur la série de jeux vidéo. Ouais. Mais encore là, un ensemble cast. Oui, quand même. Ça m'en va plein de comédiens dont les noms sont plus inconnus les uns que les autres. Ben, Christophe Lambert. Christophe Lambert, c'est vrai. C'est quoi les autres? Ben, Robin Shou, mais moi, je le connais, juste moi qui le connais parce qu'il j'ai joué dans 2 films que j'ai vus ben trop de fois. Là. Il joue dans Ninja de Beverly Hills de Dennis Dugan, avec Chris Farley. Puis il joue dans Mortal Kombat. Fait que moi, j'ai vu beaucoup d'affaires. J'ai souvent vu Robin Shou dans mon écran, mais parce que j'ai réécouté ces films-là beaucoup. Ouais. Puis, je te pose la question, mais qu'est-ce que ça raconte, Mortal Kombat? Qu'est-ce que ça raconte? Comment expliquer ce que ça raconte, ce film-là? Bon, c'est pas simple à expliquer, hein? Mortal Kombat, c'est tellement farfelu, dans le fond. Ben, écoute, il y a un tournoi à toutes les décennies entre l'Outre-Monde puis le monde des mortels. Puis il faut que... C'est un combat d'arts martiaux. Puis il faut qu'il gagne le tournoi parce que sinon, l'Outre-Monde va prendre le dessus du monde des mortels. Écoute, je pense que c'est ça, là. C'est assez... même dans le film, c'est comme expliqué par justement le personnage de Christophe Lambert, Raiden, le dieu du tonnerre, qui explique ça, tu sais. Ben vite sur un bateau comme « vous devez absolument participer à ce tournoi-là parce que sinon, ils vont prendre le contrôle de la planète. » Pas de la planète, mais du monde. C'est pas planétaire, c'est plus comme... Il y a plusieurs realms, puis des affaires de monde. C'est vraiment particulier, ce film-là, justement. Justement, il y a le dieu de la lumière, il y a le temple de la lumière, il y a plein de combats d'arts martiaux, il y a Kano qui est un espèce de bum avec une plaque en métal et un œil rouge. T'as Sub-Zero puis Scorpion aussi, que c'est des esclaves de Shang Tsung qui est un sorcier méchant. Ça a l'air, tu sais, sur papier, là, c'est vraiment, vraiment complètement bizarre, ce film-là. Mais ça a l'air, tu sais, en tout cas, ça sonne spirituel, mais spiritualité un peu forcée. Sûrement d'un peu d'ésotérisme là-dedans.
Justement, Non, mais... qu'est-ce qui te plaît de regarder Mortal Kombat? Ben, J'imagine que c'est relié à l'enfance, là. ouais, écoute, c'est sûr, c'est relié à l'enfance, c'est relié à la tune thème. Tu sais, quand j'étais petit, c'était souvent... Quand j'étais petit, on allait au Vidéotron le vendredi soir, on devait louer 3 films avec ma mère. Puis Mortal Kombat, une semaine sur 2, il était dans les 3 films. Tu sais. Ouais. Puis même, j'ai vu le 2, qui est vraiment pourri plusieurs fois aussi. Là, tu sais. J'aimais trop l'univers. Tu sais. Puis c'était juste, je pense, quand tu as un enfant, tout est. Tu sais, c'est quand même, il y a quand même de la musique techno dans ce film-là. Il y a des espèces de rock, metal un peu aussi. Genre, c'est très cool combat. Tu sais, ça se veut. La mise en scène est intense. Tout est mis de l'avant. C'est comme. Ça se veut cool un peu. Tu sais. Mm-hmm. C'est vrai, c'est dur à expliquer les bons adjectifs pour ce film-là parce que c'est particulier, mais tu sais, une scène d'arts martiaux entre une espèce de ninja de l'outre-monde puis un expert en arts martiaux sur du gros techno, moi, ça résonne en moi. Là, j'adore écouter ça, je suis juste comme content d'écouter ces scènes-là. Je trouve ça le fun. Ça fait activer mon imaginaire d'épais, je pense. Mm-hmm. Puis rêves-tu un jour de faire encore là, dans le registre de la comédie, mais de faire un film style Mortal Kombat avec des effets spéciaux, mais avec justement des espèces d'énergie cosmique qui arrivent sur la Terre ou des dieux qui affrontent des personnages de la vie de tous les jours. Tu sais, je sais pas dans quelle direction tu vas envoyer le Killing, mais j'imagine rendu. Si vous rendez à la saison 8, à un moment donné, il n'y a pas d'excuse pourquoi ça pourrait pas arriver. Pourquoi les dieux des camps de jour pourraient arriver? Écoute, si, mettons, le Killing, on veut closer après la 3 parce que justement, pour pas peut-être tomber dans ces affaires-là, parce que probablement qu'on arriverait là un jour, là, si je me fie à moi et mon co-writer. Mais en effet, si c'était un show télé, que tu te fais juste commander des saisons, là, peut-être qu'à un moment donné, ça virait complètement coucou. Là, puis il y aurait un peu de Mortal Kombat qui s'insérait. Mais tu sais, c'est tellement un film que j'ai vu, c'est tellement un film qui me fait rire aussi. Là. Mm-hmm. Des fois, il y a des moments de joke qui me font rire, puis il y a des moments qui sont pas des jokes qui me font rire aussi. Là, ça marche sur plusieurs levels, Mortal Kombat. Puis je pense à, comme je te disais, là, c'est sneaky les influençants. Puis je pense que ça fait partie de ma mise en scène, ce film-là. T'sais. Encore une fois, c'est un film, la version doublée française au Québec est complètement bonne. Là. Ouais. Je pense que ça fait partie de mes influences. En fait, les cues musicaux sont vraiment bien timés dans ce film-là. Puis c'est vraiment de la musique comme, tu sais, pas nuancée, là, tu sais, ça fit avec la scène, puis c'est vraiment comme scène de combat, là, c'est intense, là, c'est dramatique, là, c'est mythique, c'est spirituel. T'sais, tout est toujours sur le layer qu'il faut que ça soit, il n'y a aucune nuance. Mm-hmm. Fait que je pense à ce niveau-là, des fois, pour de la satire puis de la parodie, c'est le fun de reprendre ces codes-là, tu sais. Justement, comme, à ce moment-là, tu sais, pour faire des trucs exagérés, justement, comme tu disais, des petites situations, mais les rendre un peu épiques. Tu sais, Mortal Kombat, je pense que c'est un bon exemple de mise en scène pour ça. Alors, Mortal Kombat, c'est sûr, ce qui se passe, c'est gros, mais si tu appliques ce traitement-là sur de quoi d'un peu plus banal, ça fait quand même l'effet comique, moi, il me fait rire, en tout cas. T'sais. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimes, tu sais, à peu près tous tes films, là, à part peut-être Moonrise Kingdom, mais Zoolander, Happy Gilmore, The Foot Fistway, puis Mortal Kombat, ça parle de compétition. Ça parle de dépassement de soi, mais qu'est-ce que t'aimes autant de l'aspect compétitif des choses? Je sais pas si t'es quelqu'un dans la vie qui est compétitif aussi. Ben, pas tant que ça. T'sais, oui, j'ai un aspect compétitif, puis je travaille dans un milieu qui l'est aussi de nature. Mais tu sais, comme je fais beaucoup de sport dans la vie, là, c'est pas un brag, là, dans le sens que j'ai joué au hockey dans des ligues récréatives poches. Là. Puis j'ai jamais été compétitif. J'ai toujours vu le côté récréatif de ce truc-là, mais le côté compétitif des gens que je côtoyais, je trouve que ça fait sortir une certaine nature du monde. Comme vraiment l'espèce de jalousie, l'envie, l'avoir envie de se dépasser puis de prouver au monde. Dans la compétition, on le sent beaucoup, puis ça sort des aspects des personnalités, souvent un peu drôles, un peu exagérés. C'est comme, hey, le monde, il care tellement. Là, j'ai déjà vu des gens super calmes dans la vie, dans une ligue Bantama virer complètement fou un samedi après-midi parce que
c'est important pour eux, cette game-là. Tu sais. Ouais. Puis encore aujourd'hui, quand je vais dans des ligues de hockey cosum ou des affaires de même, où je vais remplacer à telle place, des fois, tu vois du monde, ils sont tellement investis, puis la compétition, c'est tellement gros, ça fait sortir un aspect super niaiseux de leur personnalité, qui est justement c'est l'ego un peu. Ça fait sortir l'ego d'une façon souvent un peu négative, mais très propice à la comédie, je pense. Parce que c'est pas des gens qui essaient de faire les niaiseux, tu sais. Ouais. Ça génère en eux des décisions qui sont pas les bonnes, qui sont juste basées sur leur ego puis leur envie de vaincre. Puis, tu sais, ça, je trouve ça... il y a de quoi de comique là-dedans. Tu sais, Eastbound and Down aussi, c'est un peu ça. C'est de la compétition, c'est de l'ego. Je pense que l'ego, c'est un terrain très fertile pour la comédie. Vraiment. Là-dessus, ça a été un énorme plaisir de te recevoir à l'émission. Vraiment, mon cher. Je suis vraiment content. Peut-être même qu'un jour, on pourra faire une deuxième sélection de ben oui, écoute, je serais partant. Parce que je sens qu'il y a encore du stock à dire. Ah oui, écoute, j'aime ça, les films. Écoute. Ouais. D'ici là, si les gens veulent voir ce que tu fais, où est-ce qu'ils vont? Ben, je te dirais, le Killing, c'est sur nouveau.ca, noovo.ca, la plateforme de web de V. Les 2 saisons sont là. Tony Speed aussi. Tony Speed, mon court-métrage indie, mais c'est pas un classique indie, là. C'est un film complètement abruti avec David Bocage, Arnaud Soli, François Larouche, Mario Bélanger, qui est sur Nouveau aussi, j'allais dire tout.tv. Et voilà. Je m'excuse. Peux-tu qu'on le reprenne? Non, c'est correct. Il est sur Nouveau aussi, Tony Speed. Éventuellement, là, j'ai aussi mon court-métrage Jeep Boys avec Lou Carrière et Brian Piton. OK, cool. Que ça, écoute, là, on est en train de l'envoyer dans des festivals. Il y avait des trucs de prévus cet été qui finalement n'auront pas lieu, évidemment. Les projections et cette affaire-là, mais il va être disponible. Les gens, si ça leur tente, ils peuvent m'écrire sur Instagram, puis cette affaire-là. Ils peuvent me suivre, puis je mets tout ce qui est... toutes mes affaires là-dessus. Je partage de quoi. J'étais un walking billboard, quoi. Génial. Là-dessus, merci beaucoup. Mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec mon invité Alec Pronovo, on a jasé de film.